Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti. Bon, allez commençons. Depuis le temps que j'attends de faire cette interview, parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois, le nombre de fois où je me dis, il faut que je lui pose cette question, j'ai envie de savoir ça. Je sais que tu as vécu dans plusieurs pays, mais à chaque fois, je te demandais jamais rien parce que, en fait, moi, l'idée des interviews, c'est vraiment la personne qui va écouter ton interview, elle te connaît pas. Donc, si moi, je connais déjà des trucs en amont sur toi, je vais pas rebondir de la même façon. Et moi, j'essaie de rebondir de la même façon que la personne, enfin, j'aimerais rebondir de la même façon que la personne qui écoute. Donc, du coup, je vais te laisser te présenter, si tu peux commencer. Là, le stress. Tu fais des conférences, meuf, devant plein de monde, et t'as peur d'être devant moi avec un petit micro. J'aime pas trop. Ça va aller. Bon, moi, je m'appelle Elsa, du coup. Je viens d'avoir 27 ans. Pour le moment, je n'habite nulle part. J'ai pas vraiment d'endroit que j'appelle la maison. Alors, bien sûr, j'ai toujours un pied-à-terre chez ma maman. J'ai habité dans plusieurs pays. J'ai habité en France, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Indonésie et en Australie. Ok. On va essayer de refaire tout le parcours. En plus, combien de langues tu parles? 4. 4 langues. Je parle 4 langues. Sans accent en plus, d'après ce que j'ai entendu. Si. Alors, bien sûr, en anglais, j'ai un accent. Mais les gens n'arrivent pas vraiment à savoir d'où il vient. Ah oui, non. En allemand, j'ai un accent. Souvent, ça s'entend que je suis française. En danois, j'ai un accent, mais les gens ne savent pas deviner d'où. C'est trop fort. Non plus. Et je pense que c'est parce que les sons en danois, en fait, sont très similaires des sons en français. Donc, par exemple, des sonorités que les anglophones ont du mal à dire sont le OU, le E, le U et le O. Et ça, c'est des sonorités qu'ils ont en danois aussi. Et donc nous, on n'a pas trop ce problème. Après, au niveau du vocabulaire danois, il est très similaire au vocabulaire allemand. Et la grammaire danoise est similaire à la grammaire anglaise. C'était une combinaison des 3 langues que j'avais déjà. Et du coup, c'était assez simple pour l'apprentissage, malgré que je suis pas parfaite en danois, tu vois. Je m'en sors, on va dire. Mais tu t'en sors. Je m'en sors. Donc là, pour placer le contexte, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on se trouve? Ouais, alors là, on se trouve dans la mer de Baffin, la baie de Baffin. On est en train de monter vers le nord du Groenland, dans la région de Thulé. On va peut-être trouver de la banquise demain matin, faire des opérations dans la banquise, et après on va redescendre tout le long tranquillement, et on va arriver à Kangerlussuaq. Où on va toutes les deux débarquer. Enfin. Ouais, ça fait combien de temps que t'es là, toi? Ça va faire 2 mois, j'ai compté 2 mois et 5 jours en tout. Ok. Ce qui est long pour nos contrats à nous, pour les naturalistes, en vrai, on ne fait jamais des contrats aussi longs. Je crois que c'est 2 mois max. Donc là, j'arrive un peu au bout de ma patience. Mais bon, après, j'ai jamais mis les pieds au Groenland, donc en vrai, je suis contente. Puis, moi, c'est magnifique. J'en prends plein les yeux, c'est un truc de fou. Moi aussi. Donc là, on est dans le restaurant. Le restaurant La Carte, non, pas de souci. Donc s'il y a des bruits de porte, normalement il devrait y avoir personne. Il est 14h30. Normalement c'est l'heure où tout le monde est à la sieste. Ouais, c'est clair. Donc on va espérer qu'il n'y a pas trop de bruit. La question que je voulais te poser également, parce qu'on n'en a pas parlé avec Jennifer, avant qu'on rentre dans ton parcours, on n'en a pas parlé de vos horaires au naturalisme. Moi je trouve que vous bossez mais énormément. Bon là on est en mer, ça va. Ça va, ouais. Ça va, et encore tu prépares une conférence. T'as des présentations à préparer, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment il est rythmé, comment sont rythmées vos journées sur le bateau? Vraiment, ça dépend de chaque jour. Ça dépend du nombre d'opérations par jour. Par exemple, là, on vient de faire le Svalbard. Ça, c'était très, très intense. C'était 2 à 3 opérations par jour. Donc, en général, on commence assez classique, 7h30. Le matin, on a une première opération le matin, on revient à midi. Et du coup, faut dropper les Zodiacs, faut les ramener à bord après. Après, on mange, et puis il faut les redropper, il faut faire l'opération. Et puis, il faut les ramener à bord. Et après, chaque soir, on avait des briefings et des récaps. Donc, les récaps, c'est des petites présentations. Et puis, certains naturalistes en font plus que d'autres. Ça dépend des intérêts, des centres d'intérêt, ça dépend de la motivation, ça dépend de plein de choses. Et après, on a des conférences aussi lorsqu'on a le temps. Donc là, au Groenland, on a plein de journées en mer
Donc on a vraiment le temps de faire des conférences. Donc voilà, ça dépend vraiment de la journée. Par exemple, aujourd'hui, c'est assez calme, mais moi, comme dit, dans 2 jours, j'ai 2 conférences, une en français, une en anglais. Et moi, j'aime bien faire des récaps, parce que du coup, ça me permet de vraiment prendre un petit sujet qui m'intéresse et de le présenter. Et ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être moins de 10 minutes, ou ça peut être une quinzaine de minutes, ça dépend. Moi, j'aime bien. Ouais, mais ça prend quand même du temps à préparer, quoi. Ouais, voilà, parce qu'en fait, du coup, ça dépend des naturalistes. Il y en a certains qui préparent ça en avance. Moi, je les prépare pas en avance, je les prépare à bord. Du coup, je travaille beaucoup sur mon ordinateur à bord, en général. Donc, ça peut être assez intense, mais en même temps, d'un autre côté, on n'a pas d'horaire précis. Ce qui aussi parfois est sympathique. Donc, c'est à nous de vraiment caler nos horaires pour avoir des temps de repos. Et puis, on a plein d'autres avantages, qu'on n'a pas de port manning, on n'est pas obligé de rester à bord. Ouais, les port manning, c'est quand on est, par exemple, on reste une nuit dans une ville, il y a des membres d'équipage qui doivent quand même rester sur le bateau au cas où il y a un problème de sécurité. Parce que c'est vrai qu'avant tout, j'en parle pas souvent, mais notre rôle numéro 1, c'est pas d'être serveuse ou naturaliste. Notre rôle numéro 1, c'est la sécurité et la sûreté des passagers à bord. Voilà. Et nous, on est additionnel, du coup, en tant que naturaliste. On est additionnel, on est censé, s'il y a un problème, débarquer avec les passagers. Vu qu'on a vraiment cette espèce de figure de front, tu vois. Oui, vous êtes tout le temps avec eux. Tout le temps avec eux, ils connaissent nos noms. Après, ils connaissent vos noms aussi, mais... Mais c'est pas pareil, nous, nos sections, enfin, on va retrouver, on va dire, par exemple, les 10, 20 mêmes passagers. Voilà. Vous, ça tourne un peu plus. On a vraiment une overview de tous les passagers, donc... Voilà. Donc, pas d'horaire précis. Pas d'horaire précis. Et les petits avantages aussi que vous avez, que vous méritez amplement, c'est que vous pouvez manger au restaurant à la carte. Si, je pense quand même que... Ouais. Le restaurant, je sais pas. Le restaurant, il y a des avantages où je suis d'accord moi, je suis plutôt contente. Par exemple, il y a un truc qui, pour moi, est vraiment... c'est un privilège magnifique et je l'accepte et... Mais le fait qu'on me fasse ma chambre, en vrai, même si c'est horrible non, c'est de dire pas comme horrible. ça, mais ça m'enlève un poids énorme. Alors bien sûr, je leur dis, venez pas tous les jours, venez pas tous les 2 jours, venez de temps à autre. Mais ça m'enlève vraiment un grand poids. Du coup, j'ai pas besoin de penser à ça. Et est-ce qu'ils vous font votre linge aussi ou non? Non. Non, ça vous fait. Et certains naturalistes disent que oui, mais moi, je préfère faire mon linge quand même. Mais vu que, tu sais, surtout dans les Kimberley par exemple, ou dans les régions tropicales, on rentre et on a plein d'affaires mouillées, il y a plein de sable, c'est trop chiant. Et en fait, c'est tous les jours. Ouais, on sort, tous les jours on est dehors et tous les jours on est dans le sable. Donc ça, très vite ça salit la cabine et on est crevé aussi. On est vraiment crevé, surtout quand il fait très très chaud. Bon, en vrai, ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Ah ouais, non, c'est clair. Ouais. Puis en plus, vous êtes en coloc, vous êtes par 2 en général, puisque vous êtes dans des cabines passagers. Ouais. Mais c'est vrai que même si tu tombes avec quelqu'un qui a pas envie de nettoyer, par exemple, comme ça peut être souvent le cas, et du coup, ça peut être très emmerdant. Oui, ça vient d'arriver en plus, donc voilà. Ouais. T'as entendu parler ou pas? Non. Non, oui, ça arrive qu'il y ait des colocs qui soient pas du tout organisés, on va dire. Ouais, c'est compliqué. Oui. Après, c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Ah oui, c'est clair. Nous, ça peut être ça aussi. Moi, j'ai de la chance jusqu'à maintenant. Je suis tombée avec des bonnes personnes. Mais moi, ça peut vite me taper sur les nerfs, quoi. Bah, surtout qu'en fait, t'as pas beaucoup de place. Non, déjà, il y a pas beaucoup de place. Et si en plus, les gens s'étalent. Moi, je m'étale un peu aussi, mais proprement. C'est normal de s'étaler, mais très très vite, tu perds patience, je pense. C'est ça. Très vite, tu te sens enfermé, en fait, dans ta cabine. Un petit peu claustrophobe quand c'est pas complètement... Et tu peux pas non plus demander ça à tes coliteuses, quoi. Ouais, t'as pas envie de créer des problèmes. Donc, pour comprendre comment tu es arrivé sur un bateau de croisière en tant que naturaliste, retour en arrière. Oh, punaise, c'est une histoire, on va pas rentrer dans tous les détails, mais déjà, moi, j'aimerais bien savoir dans quel contexte familial t'as grandi, où est-ce que tu te situais en France? Ok. Alors, moi, j'ai grandi en Alsace. Mon contexte familial, il est un peu étrange. En gros, mes 2 parents ont eu des enfants de partenaires différents avant. Ma mère 3, mon père 1.
Et puis c'est tous les deux avec des partenaires qu'on va dire difficiles. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait une maladie, qui avait un disorder. Ouais, c'est un handicap, non? Ouais, un trouble de la personnalité. Et puis une femme, l'ex-femme de mon père était vraiment difficile. Et en fait, ils les ont vraiment enfermés les deux, chacun dans une relation compliquée. Et puis ils se sont rencontrés et en gros, mon père, lui, était un grand aventurier et ma mère dans l'âme aussi, mais a jamais pu partir. Elle vient d'une famille de mineurs. Enfin, mon grand-père était mineur d'après-guerre. Elle est née en 53, mon père est né en 48, donc juste après la guerre. Donc voilà, c'était assez compliqué, vraiment d'un milieu pauvre également. Et puis ils se sont rencontrés en fin de carrière et tous les deux se sont émancipés de leur famille un petit peu. Ma mère, c'est la seule qui a fait des études d'une fratrie de 10. Et mon père aussi a fait des études, il est devenu architecte, il a monté sa boîte. Et du coup, quand ils se sont rencontrés, en fait, c'était un peu le début d'une grande histoire où ils ont beaucoup voyagé, tous les deux, ce qu'ils pouvaient pas faire avant. Et en plus, il s'avère qu'ils ont eu une petite gamine entre-temps. Et puis c'était un peu un miracle parce que ma mère avait 45 ans et mon père en avait 50. Et j'étais viable. Et ils ont quand même décidé de m'avoir du coup, donc ils m'ont amenée partout. Oh, trop beau. Ouais. Ils m'ont amenée partout et puis ça tombait parfaitement parce que la famille était vraiment fracturée des deux côtés. Mon frère acceptait pas du tout le divorce de ma mère. D'un autre côté, mon père avait un divorce très très compliqué avec une femme qui a vraiment essayé de lui arracher tout ce qu'il avait. Bon, bref, c'était compliqué vraiment. Et puis en fait, avec ma famille, on rigole, mais on dit c'est un peu l'enfant de la paix, tu vois, qui est arrivé. Et du coup, mes frères avaient pas trop le choix que d'accepter le nouvel enfant qui arrivait. Et puis il s'avère qu'on est devenu une famille très soudée après ça. Et puis après, il y a eu toute une flopée de petits enfants où tous mes frères et sœurs commençaient à avoir des enfants juste après moi. Donc moi, j'étais tata quand j'avais 5 ans. Et d'un autre côté, du coup, mes parents m'ont fait beaucoup voyager. Donc, je sais pas quel était mon premier voyage, mais enfin, j'ai fait presque tous les continents là, sauf l'Antarctique. Oh. Ouais. Donc voilà, c'est le dernier truc à cocher. Excellent. Et on avait beaucoup voyagé au Moyen-Orient. Donc j'avais fait la Syrie quand j'avais 8 ans, la Jordanie, énormément en Égypte. Puis après, on a fait l'Asie. J'avais fait le Myanmar, le Laos, le Cambodge, bien sûr la Thaïlande, le Vietnam, tous ces genres de choses. Et du coup, en fait, je pense que c'est... Voilà. Ouais, t'as été bercée. Ouais. Juste vérifier que ça continue. Donc l'empreinte carbone... Bon. Ouais, là... terrible. N'y pense pas. Mais du coup, oui, toi, t'as été bercée là-dedans. Et au niveau de tes études, comment t'as réussi un peu à... Est-ce que tu pensais déjà que t'avais déjà une passion dans le voyage et t'allais vouloir percer dedans? Alors moi, j'ai toujours voulu devenir pilote de chasse. Et en fait, j'ai été un tout petit peu immersée dans l'armée, mais très rapidement. Et en fait, j'étais là, mais ça, c'est pas du tout pour moi. C'est vraiment des valeurs qui ne me correspondent pas. Et c'est des modes de pensée vraiment passéistes et arriérés, je trouve, sur certaines choses. Et du coup, je cherchais quelque chose d'autre. Et en fait, je suis un peu tombée dans la géole. Et c'était quelque chose qui combinait tout ce qui me plaisait, les sciences, le fait d'être dehors, travailler avec ses mains. Et du coup, je me suis lancée là-dedans par curiosité. Et en fait, il s'avère que c'était une vraie passion au final. Toutes les choses qui me plaisaient de base dans la géole sont devenues en fait secondaires comparées à toutes les choses que j'ai découvertes après. C'est vraiment une révélation un petit peu. Wow. À la fac, ouais, c'était vraiment super. Donc j'avais commencé la fac, puis la fac c'est fun en fait. C'est vraiment. T'étais où en France pour la fac? Strasbourg. À Strasbourg. À Strasbourg. Ouais. Oui, puis super ville en plus. Ouais, c'était une super ville et puis tout se fait à vélo. C'est une ville verte, c'est une ville engagée. Donc même au niveau de la politique, tu sais, les étudiants sont vraiment engagés et actifs. Donc il y avait plein de choses qui étaient super intéressantes à Strasbourg. Et puis après quelques années, au final, j'avais besoin de partir.
Donc j'ai fait un Erasmus classique et je suis allée à Berlin pour mon Erasmus. Et tu te souviens pourquoi avoir choisi Berlin? C'était soit Berlin, soit Tokyo. Et en fait, il fallait avoir niveau N2 Tokyo. Donc ça, c'est équivalent C1 en japonais. Moi, j'avais un A1 en japonais. C'était vraiment pas du tout. Mais voilà, je parlais allemand. Et Berlin, c'était une ville que j'adorais déjà. Et pareil, en fait, Berlin, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, t'arrives dans cette ville et en fait, d'un coup, tout s'aligne. C'est vraiment spécial. Hein. Il y a une ambiance à Berlin qui est inexplicable. Et si tu demandes à plusieurs personnes qui ont habité là-bas, elles vont te dire il y a quelque chose. Il y a une vraie âme dans cette ville. J'entends que du bien de Berlin. J'ai jamais entendu du mal. Il y a une âme... c'est inexplicable. Et du coup, au final, j'avais quitté mon master pour rester un petit peu à Berlin. Et après, j'ai commencé un autre master. Donc, j'ai quitté Berlin et je suis allée faire mon master en Suède. Et en même temps, j'habitais au Danemark, qui était juste à côté. C'était compliqué. Hein. C'était 40 minutes de route. Il fallait juste prendre un train. Donc, je faisais le trajet, parce que la Suède, c'est pas du tout un pays qui me correspond. Ah oui? Ouais. Par rapport à quoi? Ouais, il y a plein de choses. Ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec la Suède. C'est un petit peu trop dans les cases, en fait. C'est trop politiquement correct, et pas du tout que je sois contre le politiquement correct, mais je pense que parfois il y a des limites. Il faut vraiment avoir une ouverture à la discussion. Et les Suédois sont... bon, voilà. Donc du coup, c'est pour ça que tu faisais des allers-retours au Danemark, c'était justement un peu... Tu sentais moi cette... Ouais, au Danemark, j'ai vraiment accroché. Ouais. Vraiment accroché. Les Danois sont très artistiques. Ils sont aussi carrés, hein, mais un petit peu plus ouverts. On les appelle un peu les Italiens de la Scandinavie. D'accord. Ils sont plus ouverts. Est-ce qu'ils aiment bien faire la fête? Ben voilà. Parce que Elsa, c'est une des seules naturalistes que l'on voit de temps en temps au crew bar pour venir boire un verre. Ouais, moi j'aime bien faire la fête. Bah oui. C'est pour ça que Berlin, ça a aussi beaucoup accroché. J'adore faire la fête et voilà, les Danois, ils sont fun de ce côté-là. Et voilà, donc là, j'avais fait mon master après. Par contre, c'était un super programme. Genre l'université en Suède, c'était une très très bonne université avec un super programme de super profs et tout. Et puis, c'était vraiment différent du système d'éducation à la française. Les Français, en fait, ils te bourrent le crâne. C'est beaucoup de l'apprentissage bête. Et au final, par tu cœur, retiens quoi. rien du tout. Ouais. De toute manière, la majorité des choses que tu vas faire dans tes études, tu vas pas les retenir. Les études, il faut que ça t'offre des outils d'apprentissage que tu puisses réutiliser par la suite. Clairement. Parce que enfin, bien sûr, si tu comment on dit ça, si tu entretiens pas certaines connaissances, tu les oublies obligatoirement au bout d'un moment. Et du coup, il faut juste qu'on t'offre la manière de réapprendre les choses. Et c'est ce que la Suède a fait. La Suède et le Danemark? Ouais. Les deux? Et surtout mon programme de master en Suède. En Suède. Et en plus, en Suède, ils t'offrent des opportunités. Moi, j'avais fait une thèse. Là, c'était une thèse beaucoup plus poussée que les thèses de master. C'était vraiment un programme de recherche. Ils avaient juste besoin d'une étudiante en master. Et puis, ma superviseure m'avait pris avec et on avait fait 3 mois dans une station de recherche dans un fjord. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir à l'étranger, présenter ma thèse dans des conférences à l'étranger et tout. Oh, wow. Ouais, non, c'était quoi vraiment... C'était quoi le thème de... Le sujet de ma thèse, c'était sur des micro-organismes marins qui s'appellent les foraminifères, qui sont omniprésents partout dans le monde et qui jouent un grand rôle dans tout ce qui s'appelle la pompe à carbone. Donc vraiment l'insertion du CO2 atmosphérique dans les océans, ce qui permet de vraiment réguler le CO2. Et c'est des micro-organismes que personne ne connaît au final. Et tu as tout un pôle de recherche sur ces petits gars. Mais c'est un petit pôle. C'est 500 personnes dans le monde qui travaillent là-dessus. Et en fait, ce sont de grands passionnés des foraminifères. Donc c'était cool, hein. C'était un super sujet, mais 500 personnes dans le monde, du coup, tu as vraiment l'impression de travailler sur quelque chose que... Comment dire ? Ouais, t'es dans ton labo et tu travailles sur ces petits trucs,
Et tu sais pas vraiment si ça va atteindre au-delà des 500 personnes et même pas, tu vois, même pas au final. Donc tu doutes de l'importance de ta recherche, même si elle est importante. Mais est-ce que toi, justement, tu avais un peu ce besoin de travailler sur quelque chose qui a un peu plus d'impact? Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai quitté mon premier master, parce que moi, je travaillais sur des orogènes, donc des montagnes qui ont dans les 400 millions d'années. Et je travaillais sur les différents cycles orogéniques, donc c'est-à-dire les montagnes, elles rentrent dans différents cycles de collision. Et moi, je travaillais sur quel cycle à quel âge. Et ça intéresse qui, ça, tu vois? C'était une vieille montagne en Mongolie. Voilà quoi. L'Altaï. C'était pas vraiment... Mais c'était intéressant, mais ouais, je doutais comment on dit? De la... Je sais pas comment on dit en français. Je sais pas, j'allais dire l'utilité même. Ouais, voilà. Ouais, pas très... Ok, donc du coup là, tu finis ton master. Alors non, là j'ai fini. T'as fini ta thèse? Ouais. Master, thèse? Ouais. Donc j'ai écrit 2 mémoires. J'ai fini ma thèse. Et puis après, j'ai travaillé pour la fac en tant qu'assistante de recherche pour finir mon projet. Et puis après, puis j'avais travaillé avant aussi à l'université de Berlin en tant qu'assistante de recherche. Et après ça, mon projet c'est un peu fini et puis je savais pas trop quoi faire. Vraiment, je savais pas. Y a rien qui me plaisait. J'avais envie d'être dehors surtout. Et moi je voulais travailler. En fait, moi je voulais faire des films. Je voulais vraiment travailler avec les images. Faire de la cinématographie et travailler sur des documentaires. Ouais. Je savais pas trop comment atteindre cet objectif. Et puis en fait, comme tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me suis dit de toute manière ça arrivera un jour d'une manière ou d'une autre. En fait, j'ai pas trop envie de forcer la chose. Et du coup, j'ai un peu arrêté de chercher parce que soit c'était un doctorat, soit c'était je travaillais dans des services géologiques pour faire du prélèvement d'eau ou des prélèvements de sol, des trucs un peu chiant, hein, qu'on se le dise. Et puis du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai complètement abandonné la recherche de taf. Du coup, je travaillais dans un truc alimentaire un peu. Donc là, t'étais où? Là, j'habitais au Danemark. Oh, t'étais toujours au Danemark, ok. J'ai complètement abandonné ma recherche de taf et je suis partie en vacances, mais vraiment de manière anodine avec mes copines. On devait même pas aller en Turquie, on devait de base aller ailleurs, mais bon, il y avait un contexte géopolitique qui faisait qu'on pouvait pas y aller. Donc on a changé pour la Turquie. Bon, j'aurais jamais dû être en Turquie et j'aurais jamais dû être ce soir-là à cet endroit. Enfin, c'était vraiment une accumulation de rencontres qui a fait qu'un soir je me retrouve dans un bar. Tiens. Bizarre. Dans un bar à Istanbul. Et puis il y a un couple de Français devant le bar et moi je dis moi ça m'intéresse pas de parler avec les Français. Et puis mes copines elles vont me voir, il faut absolument que tu parles à ce type qui est dehors, il a été comme toi au Svalbard. Du coup je vais lui parler. Ah parce que là t'étais déjà allée au Svalbard. Ouais, j'avais déjà habité au Svalbard. Ok, on n'a pas parlé de ça. Non. Non, j'avais déjà habité dans le cadre de mes études en Suède. Ok. J'étais partie pour un semestre au Svalbard. Ah, c'était ça, cette époque-là. Parce que bon, quand même, vivre au Svalbard, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, non, c'était chouette. C'était trop chouette. Bon, on en parlera après si tu veux. Et au final, on discute avec ce gars qui s'appelle Philippe. Et il me dit, moi, je travaille pour une compagnie de croisière. Et je lui dis, est-ce que ce serait pas Ponant par hasard? Il fait, oui, tu connais? Je fais, oui, quand j'étais au Svalbard, justement, j'ai vu le navire de Ponant plusieurs fois dans le port. Et je sais pas, j'avais vu quelques guides naturalistes marcher, etc. Je me dis, Et puis j'avais vu d'autres navires d'expédition. On m'avait déjà proposé un travail en tant que guide chez Quark, mais en fait, Quark, ils ont eu un de leurs navires avait coulé ou je sais pas trop. Bref, ça s'était pas fait. Ça donnait pas envie, quoi. Ouais. Et eux, ils font que les pôles, Quark, d'ailleurs. Et en fait, on discute, et moi, je lui raconte... j'étais obsédée par l'histoire de la Turquie à ce moment-là. Je lui raconte une histoire comme ça. Il fait, bon, écoute, je trouve que ça tirait vachement bien de faire guide naturaliste.
Bon, on me l'a déjà proposé. Allez quoi, enfin, on va se lancer. Et puis ça s'est fait, je pense que mon mail, il est arrivé au bon endroit, au bon moment. Parce que parfois, ça se fait pas vraiment. Et, moi, j'ai dû en envoyer des mails. Hein. Ouais. Avant que j'ai obtenu une réponse. Mais oui, non, mais c'est vrai. Hein. Il faut vraiment qu'il arrive juste au bon moment, au bon endroit. Et que la personne soit ouverte, en fait, à je sais pas, l'acquisition d'un nouveau membre d'équipe. Puis il y a un besoin. Le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a beaucoup de guides. Hein. Il y a beaucoup de guides pour le coup. Et du coup, ils m'ont envoyé en Australie. Et c'était vraiment incertain au début. Parce qu'en fait, ils te disent, ouais, on te book pour telle et telle date. Mais après, tu n'entends pas parler de ça jusqu'à 1 mois avant. Et je suis là, wow, mais en fait, j'organise toute ma vie autour de ça. Et j'ai aucune réponse. Enfin, rien. Au final, ça s'est quand même fait, quoi. Je suis partie en Australie et puis Donc là, à ce moment-là, tu fais t'as des affaires quand même au Danemark. Est-ce que tu remballes tout ou est-ce que tu dis non, je vais d'abord tenter? Ouais, exactement. Bah, j'ai d'abord tenté, mais j'avais juste sous-loué mon appartement. D'accord. Et après, au final, je suis restée 6 mois à l'étranger. Et quand je suis revenue, moi, j'ai lâché mon appart. Et ça, c'était, là, il y a pas longtemps, c'était en décembre. Ah oui, ok. Ouais. C'était en décembre. Parce qu'au moment où on enregistre, on est le 26 juillet 2025. Ouais, 26 juillet 2025. Donc 7 mois. Ouais, exactement. Ah ouais, donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Bah, ça fait que 1 an que je travaille pour Ponant. Ok. Bah, j'ai commencé à travailler pour Ponant le 3 juillet. Ah oui, donc tu viens de fêter tes 1 an. 24. En même temps que ton anniversaire. Exactement. Excellent. Bah, le premier jour sur le bateau, et c'était mon anniversaire. C'était un anniversaire horrible. C'est vrai? Pourquoi? Bah, tu connais personne à bord. Et puis, en vrai, les premiers jours à bord, ils sont affreux. Quand t'as jamais mis les pieds sur un bateau, t'as l'impression d'être sous l'eau tout le temps. C'est ça. Moi, je me souviens, j'étais perdue. En plus, c'est le fonctionnement. Même pour aller, enfin, toi, c'est peut-être un petit peu plus facile si t'allais. C'est la même chose. Hein. Ouais. Parce que je me souviens, j'avais l'impression d'être tout le temps perdue, en fait. Ouais. Je cherchais tout le temps où est-ce que j'allais. C'était. Et puis tu sais que tu dois être à un moment donné à un endroit, mais tu sais pas où est l'endroit. Ils te disent, faut aller à la passerelle. Je sais pas ce que c'est que la passerelle. Il a quel pont, j'en sais rien. Faut parler au chief housekeeper. Enfin, tu sais, la hiérarchie aussi. Non, mais les chefs de département, qui est qui. Enfin, du coup, tu parles avec quelqu'un, tu te dis, j'avais aucune idée de ce que c'était que les barrettes, pareil. Les officiers, les élèves. Enfin, parfois, je parlais avec un type et en fait, il s'avère que c'était le commandant. Je disais, mais tu fais quoi à bord, toi? Moi aussi, là, j'ai croisé l'hôtel manager et je sais pas, j'ai commencé à la tutoyer direct. Ouais. Et là, j'ai les collègues qui me disent, en fait, mais mon boss, il me fait chier. À l'hôtel manager. Pardon? Non, mais c'est même un truc tout con, mais ça me saoulait parce que je devais toujours demander, où est-ce que je vais chercher du papier toilette? Où est-ce que je vais chercher l'aspirateur? Où est-ce que c'est des trucs cons et tu te dis, putain, mais même ça, je sais pas où ça se trouve. À l'écolab. C'est quoi l'écolab? Tu vois, ça, par exemple, moi, je sais pas. Hein. Et pareil pour les uniformes. Moi, j'ai toujours lavé mes propres uniformes, mais en fait, après, je les... Ah non. Ouais, non, en fait, faut pas. Bah non. Et là, j'ai appris là, juste il y a 2 mois, comment laver mes uniformes. Ah non, ça, j'ai appris tout de suite. Hein. Parce que je me suis dit, hors de question que je repasse mes chemises. De toute façon, j'ai pas de fer à repasser. Bah non, c'est clair. Mais là, déjà, je dois laver mes pantalons. Enfin, je lave mes pantalons quand même. Ouais. Parce que comme moi, ils ont pas les tenues... Ils ont pas de pantalon blanc à ma taille. Ah bah oui. T'as jamais remarqué que j'ai un pantalon différent des autres? Non. Je suis la seule qui a un pantalon bleu. Ah, parce que les autres, ils sont tous blancs. Ils sont tous en blanc. Ah ouais, non, j'ai jamais remarqué. Et donc, c'est le tien? J'ai été les acheter quand on était aux Canaries. Mais ils t'ont remboursé? Oui, ils m'ont remboursé, mais ah oui, j'espère. Mais du coup, j'ai pas trouvé de blanc à ma taille, même dans les Canaries, quoi. Ouais, non. Puis j'ai fait plusieurs magasins et... j'en ai trouvé un, mais du coup, je le garde pour la soirée de gala, quoi. Ouais. Ah, c'est la soirée des officiers ce soir, en oui. blanc. J'ai un dîner en plus avec des pax. Ah, trop bien. Je sais pas où est-ce que tu seras assise. Je crois qu'on est sur la fenêtre parce qu'ils arrêtent pas de demander. C'est trop mimes, d'ailleurs. Ouais. Vous serez certainement là-haut, je pense. Chouette. Mais oui, donc revenons sur le Svalbard quand même, parce que donc là, rencontre improbable en Turquie, tu donnes ton CV. Enfin, de toute façon, moi je le dis souvent. Je pense que si t'as dû en parler à tes amis, que tu savais pas trop, il faut
il faut en parler, même quand on sait pas trop, mais il faut en parler. Ouais. Parce que justement, en parlant, les gens, ça va faire penser à quelqu'un. Oui, et tout est fait de réseau. Non, et c'est mais pour c'est ça, vrai. c'est pour ça que j'ai le podcast, moi, à la base. Ouais. C'est ça que j'essayais de créer, au-delà de donner des informations. Si quelqu'un veut aller vivre au Danemark, par exemple, si elle écoute un épisode, j'ai fait un épisode avec Cynthia qui vit depuis maintenant 20 ans au Danemark. Ah oui. C'est aussi de créer des C'est connexions. qui, Cynthia, attends? Je pense pas que tu la connaisses. Elle travaille pas chez Ponant. Ah, d'accord. Non. Non, je crois que t'es la 4e, peut-être. Ouais, 4e d'accord. qui est passée dans le podcast, qui a travaillé ou qui travaille pour Ponant. Mais en fait, moi, dans l'idée, c'était vraiment d'essayer de se créer un réseau de nanas Ouais. à travers le monde. Mm. Et si, par exemple, demain, tu vas aller vivre au Népal, bah, moi, je peux te mettre en contact avec Collecte et te dire, bah, vas-y, contacte-la. Et si t'as des questions ou quoi que ce soit, tu vas, mais c'est trop clair, ça marche ça toujours rassure, comme ça. enfin, Mais- c'est pratique. Des fois, c'est des questions toutes cons. On Bah. pense avoir des questions cons, mais elles sont pas si cons que ça parce qu'on se les pose. Et moi, je trouve que c'est ça qui est trop bien, justement. C'est si on s'entraidait tous comme ça, on serait tous plus heureux et plus épanouis, je pense, parce qu'on s'entraide. Bah, même tous les contrats après, tu vois, genre, Ouais. moi, ça n'a que marché en m'entendant super bien avec certains collègues. Et puis, on dit, bah, écoute, on cherche quelqu'un dans cette équipe, nanani dans cette équipe. Et j'étais, bah, ouais, je suis dispo. Et Mhm. pouf, 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 tu vois. Ouais, génial. Et en fait, De toute façon, toi, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui t'apprécie pas. bah, Quand même une mascotte, hein. ouais, je sais pas trop. Ah. Je sais pas trop. J'ai jamais entendu quelqu'un dire une méchanceté sur toi, en Ah tout ouais, cas. Ah c'est oui, vrai tout le monde t'adore. Bon, bah, c'est bien. Tout le monde, encore tout à l'heure, là, l'autre, je passe dans la cuisine. Est-ce qu'Elsa est là? Mais oui, Tu peux lui passer le bonjour. j'ai oublié de lui dire bonjour de ma part aussi. Non, mais je t'inquiète. Tu lui as dit, ouais, ouais, elle te ouais, repasse, tant oui. Oui, tant mieux. Parce que parce que sur le coup, j'étais un peu prise de court. Ouais, mais ça, c'est un truc, en vrai, à bord, je le fais pas, je fais vraiment attention d'avoir une très très bonne relation avec tout le monde. Je le fais pas, pour avoir. Bah, ça reste naturel, Ouais, voilà. Voilà. Je le fais pas pour comment on dit, par intérêt. ouais, voilà, exactement. Je le fais pas par intérêt ou quoi que ce soit, justement, je le fais parce que ça me fait du bien. Bah oui. J'aime trop rentrer au restaurant et que les gens me disent bonjour et que je dise bonjour, ça me met de bonne humeur vraiment dès le début. Et c'est vrai que, je sais pas si dans ton podcast t'en as déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a quand même un clivage assez important entre l'équipe des naturalistes et le reste de l'équipage. Et c'est dû à plein de choses. On mange pas au même endroit, on dort pas au même endroit. C'est de la jalousie, hein. Et il y a beaucoup de jalousie, Mais mais c'est il y ça. a aussi que les naturalistes, parfois, ils font pas d'efforts, tu vois. En fait, c'est vraiment un cycle où il y a parfois de la jalousie, il y a parfois des remarques qui sont lâchées, puis il y a les naturalistes qui se disent, du coup, moi, ça me fait chier. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on travaille pas beaucoup. Et c'est vrai que, tu vois, il y a des naturalistes qui travaillent pas beaucoup, mais c'est comme partout. Et puis il y en a d'autres qui travaillent énormément. Tu vois, par exemple, la Dimitri. Mais c'est une machine. C'est une machine, Dimitri. Mais Dimitri, tu vois, il a besoin de son temps calme. Il a besoin, le soir, d'être dans sa cabine. Donc, il y a un vrai clivage. Et moi, j'aime pas trop ça. Ah oui, Moi, j'aime descendre au crowbar et me détacher du travail, en fait. c'est clair. Ne pas toujours parler de quel récap, quel truc. J'ai vraiment besoin de me détacher de ça. Non, moi, de toute façon, j'en ai parlé parce que, à la base, je suis serveuse parce que j'aime servir. Ouais, J'aime que les gens passent un bon moment quand je les sers. Donc, que tu sois un naturaliste ou que tu sois pas un naturaliste, Ouais, ça t'est égal. ça m'est égal. Moi, mon travail, c'est de te servir. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu tapes une table de 18 naturalistes, tu perds 18 passagers qui potentiellement peuvent te donner un pourboire. Donc, il y en a qui font aussi le service pour l'argent. C'est sûr, bien sûr. Moi, je fais le service, oui, pour de l'argent, c'est sûr. Ouais, mais je le fais avant tout parce que je m'amuse. Ouais. Dans tous les cas, j'ai un salaire qui tombe à la fin du mois. Si j'ai pas de pourboire, mais après, c'est vrai que vous, pour vous avez certaines... des pourboires quand même importants ou pas? Non. Ah non, c'est vrai. Non, c'est pas C'est si pour important que l'hôtellerie, ça. en fait, que ça va... Oui. Ouais. Ouais, je pense que c'est plus pour les personnes qui s'occupent des chambres. Nous, c'est vraiment très aléatoire. Là, avec une croisière aussi petite que Manon, moi, je pense que je sors de cette croisière de 14 jours avec zéro en pourboire. Ouais. Parce que là, comme je suis dans la station du fond, après, je me plains pas. Tu vois, je finis un peu sur une touche facile. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on travaille par deux, on a un commis. Donc, si par exemple, j'ai pas de pourboire, moi, ça va me faire chier que mon commis, il a pas de pourboire parce que, eux, ils viennent de pays où ils ont... Ouais. Enfin, est-ce qu'ils ont plus besoin d'argent? Je suis pas certaine parce que j'ai l'impression qu'ils repartent quand même riches à chaque fois d'ici. Mais du coup, je vais me sentir obligée de lui donner de l'argent alors que ça va être de ma poche, tu vois. Ouais. Mais encore une fois, à chaque fois, je leur dis en rigolant, hey guys, we are here for fun, not for the money. Et eux, ils sont, non, Kelly, nous, on est là pour l'argent, on n'est pas là pour le fun. Alors que moi, tu vois, je trouve que,
Encore une fois, je suis pas sympa avec vous par intérêt, c'est juste parce que c'est dans ma personnalité. Ouais, non, moi, Mais après, les moments qu'on passe ensemble sur les Zodiacs, quand on fait les sorties équipage, enfin moi je sais que dès que vous pouvez me faire sortir, vous me faites sortir. Encore là, Alex, pendant ma journée off, il a vraiment tout fait pour que je puisse aller faire des choses qui étaient même pas autorisées aux membres d'équipage. Ouais. Je trouve ça génial, tu vois. Ça, je trouve que c'est hyper important quand t'as un chef d'expé qui justement met ça en avant, tu vois, l'écrou en avant, parce qu'il y en a plein qui vont dire, non, passenger first. Alors oui, clairement. Passenger first, mais le bien-être de l'équipage, exactement, c'est vraiment ce qui fait vivre un bateau. Ah mais clairement. Et les passagers le ressentent. Moi on me l'a encore dit il y a 2 jours que ça se ressentait, qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans le resto. Et là d'ailleurs il y a eu, au niveau des ratings, je sais pas si t'en as entendu parler, mais sur je crois qu'il y a 15 bateaux à peu près. Nous on est arrivé numéro 2, l'équipe restauration. Après, Jacques Cartier. Non, je crois que le Dumont. Ah. Mais genre 0,02 points, tu vois. Tu vois, on est quasiment ex aequo à la première place juste pour la restauration. Ah oui. On a été super bien notés et je pense que c'est avant tout parce qu'il y a tellement une bonne énergie dans l'équipe que du coup, comme tu le dis, ça se ressent en fait. Bien sûr. Même si on fait la fête et qu'on est épuisé. Du coup, ça veut dire que tu vas pas au travail avec une tête de 6 pieds de long. Exactement. Exactement. Et moi, tu vois, c'est pareil, c'est un truc tout bête, mais quand l'après-midi, je suis sortie, même les passagers, ils sont contents de nous avoir vu sortir. Et ça nous fait un sujet de conversation pendant le service et c'est chouette quoi. Je suis pas juste là pour servir et aller me coucher, tu vois. Donc bien sûr. On a complètement dévié, mais c'est clair la conversation. Mais donc du coup donc là tu disais maintenant t'as pas vraiment d'adresse, t'es chez ta maman. Est-ce que tu penses rester comme ça encore un petit moment? Est-ce que tu te poses pas trop de questions? Est-ce que pour l'instant ça te correspond toujours au bout d'1 an? Je sais pas trop. Je sais que c'est pas du tout un travail que je vais faire pendant longtemps. Peut-être avant mes 30 ans, ce sera fini. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui déteste la stabilité. Donc ça me convient très bien maintenant. Mais c'est presque un petit peu trop instable. Trop instable, ouais. Je suis jamais à la maison. Je vois rarement mes amis, ma famille. Avoir des relations amoureuses, c'est compliqué. Et moi, je suis une grande amoureuse aussi. Donc, en vrai, je tombe amoureuse, je dirais pas facilement, mais quand j'ai un amour, c'est souvent des grands amours et tout. Et du coup, j'ai envie de faire plein de choses et tout, mais c'est pas possible. Et si tu trouves quelqu'un sur un bateau. Là, on après, Et puis aussi, je sens que l'horloge biologique, clairement, me rattrape dans le sens où je n'ai jamais eu envie d'avoir un enfant. Mais là, j'en meurs d'envie. C'est vrai? Ah ouais, mais je sais que c'est vraiment animal. Ah, excellent. C'est animal, hein. Je sais que j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie d'aimer un autre être. Je suis curieuse. Au niveau scientifique, je suis curieuse de ce que ça va faire à mon corps et comment je vais le ressentir. Je trouve que c'est l'un des plus beaux cadeaux que de savoir donner la vie. Je sais pas, je trouve que c'est magnifique. Et en fait, je suis curieuse. J'ai hâte de rencontrer l'être que j'aimerais le plus de toute ma vie, tu vois. Genre, je me dis, un enfant, c'est... Si tu es une personne normalement constituée ou si tu... parfois, il y a des femmes aussi qui ont des problèmes avec ça. Et c'est mais regarde-toi, tes parents, à quel âge ils t'ont eu, finalement? Ah oui, et c'était pas un problème. Non, bien sûr. Mais si j'en ai envie maintenant, voilà quoi. Et mais est-ce que tu penses que, dans quel endroit dans le monde t'aimerais justement? Mais en fait, moi, je pense que justement, ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis énormément. Oh, il faut que j'ai un endroit stable, etc. Oui, mais en même temps, je me connais. Jamais de la vie, mon enfant sera dans un environnement super stable. Moi, je vais changer. Mon enfant va très certainement voyager avec moi et grandir dans des endroits différents, tu vois. Et c'est pas grave, en fait. Je pense que j'ai un peu une vision trop conventionnelle de la chose, alors qu'il n'y a pas de règles. Non, pas du tout. Il y a vraiment pas de règles tant qu'il y a de l'amour et de l'éducation. Donc voilà. Donc je sens que ça, c'est quelque chose qui va vraiment influencer mes futures décisions. Wow. Donc je pourrais pas
je pourrais pas du tout rester sur les bateaux toute ma vie, même si j'adore ça. Moi, en fait, mon grand amour, c'est la mer avant tout. Genre, j'adore être en mer. Et si je dois vivre quelque part, il faut que la mer soit à côté. En fait, c'est vraiment ça. On travaille dans la conservation marine, peut-être, ce genre de choses. Plonger. Mais en territoire francophone ou plutôt anglophone, tu penses? Aucune idée. Tu sais pas, ouais. Aucune idée. Tu laisseras la vie faire les choses. Peut-être Ouais, ce sera ouais. ton partenaire qui influencera cette décision. Complètement. Ouais, bon, tant mieux. Complètement. Est-ce qu'on peut revenir du coup sur Svalbard? Ouais, bien sûr. Parce que ça, c'est quand même fou. Ouais. Tu étais à quelle période de l'année? Alors, du coup, c'était en 2022 2022. 2023. Tu peux situer le Svalbard pour celles et ceux qui nous écoutent et qui savent pas où est-ce que ça se trouve? Ouais, du coup, Svalbard, c'est un archipel au nord de la Norvège, à 1300 km du pôle Nord. C'est Très très loin au nord. c'est sous souveraineté norvégienne, sauf que il y a certaines parties du Svalbard qui sont des colonies minières russes également, parce qu'en fait, il y a un traité qui stipule que tous les pays signataires ont le droit de s'engager dans des activités commerciales D'accord. au Svalbard. Et puis, il y a beaucoup de charbon là-bas. Donc voilà, il y a beaucoup de mines qui sont en train de se fermer. Parce qu'en fait, Mais je crois qu'ils ont fermé la dernière là quand on est passé. Mine 7, ouais. Ils Gruve 7, ils l'ont fermé. Mais la Russie mine activement le Svalbard. Mais bon, du coup, en gros, Longyearbyen, c'est la ville, du Svalbard, quoi. Enfin, il y a 1300 personnes qui habitent environ. Bah, du coup, si, il y a les mines russes, donc il y a les villes russes, pardon, et il y a l'autre colonie scientifique de Ny-Ålesund. Et c'est pas vraiment une ville. Il y a pas d'habitants à l'année, alors que, enfin, il y a les scientifiques qui hivernent là-bas, mais c'est tout. Et tu es allé pendant l'hiver, justement? Non. Alors, du coup, voilà. Il y a une université là-bas qui s'appelle UNIS, University of Svalbard. Et c'est norvégien. Et en gros, moi, en tant qu'Européenne et étudiante d'une université scandinave, j'ai postulé. Vraiment indépendamment, au final. Et puis, ils m'ont accepté. En fait, c'était des crédits que je pouvais, du coup, transférer dans mon master. Et c'était une classe de 20 personnes. Et puis, on est resté là-bas pour un semestre. Donc, j'y suis allée. Je suis arrivée le 18 avril au Svalbard. Ou le 17 avril. Et puis, le soleil du minuit commence le 18 avril au Svalbard. Ok. Beaucoup plus tôt que au niveau du cercle arctique. Et du coup, dès que je suis arrivée, c'était le jour continu. Pendant toute la durée de... Ça t'a pas perturbé, ça? Ah si. Parce que moi, là, sur le bateau, ça m'a trop perturbé. Ah ouais, non, mais c'est trop bizarre. Et en plus, nous qui aimons faire la fête. Ouais. Mais du coup, tu sais jamais quelle heure il est, et ça va pas du tout. Mais moi, ça m'angoisse, en fait, de savoir que là, je rentre et qu'il va faire nuit. Ouais. Ça m'angoisse un petit peu. C'est vrai que j'y ai pas pensé à ça, mais... Parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu la nuit, du coup. C'est trop vrai, en fait, Et mais ça m'angoisse, quand j'y pense, ça m'angoisse de savoir que j'ai pas vu la nuit depuis 2 mois aussi. Genre vraiment, ça me prend au cœur et tout, alors qu'en vrai, c'est pas très grave, mais oui, ça m'a beaucoup travaillé au début. Enfin, j'avais vraiment hâte de voir le soleil de minuit, et je suis même restée debout parce qu'en fait, il y avait le 17 avril quand je suis arrivée, il y avait encore 1 heure de nuit. Et bon, bien sûr qu'il y avait pas de nuit. Je suis restée debout pour voir, et en fait non, il y avait rien du tout. C'est juste le soleil qui passe sous l'horizon très rapidement et qui ressort. Et après, c'est fini. Et en fait, c'est comme un super pouvoir au début. J'avais énormément d'énergie parce que j'avais vraiment envie de découvrir ce pays de glace un peu. C'était vraiment très glacé. C'était la couverture neigeuse maximale. Et en plus de ça, t'as beaucoup d'énergie parce qu'il y a t'as pas l'horloge biologique naturelle, quoi. Enfin, t'as pas la nuit qui t'indique que c'est le moment de dormir. Ouais, non, t'es à fond, quoi. C'est à fond. Enfin, là, quand on faisait les soirées sur le pont 7, là, que tu dis, il est 1h30 du matin et je suis toujours pas fatiguée, c'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Mais en fait, le fait qu'il fasse jour. Ouais, c'est vraiment ça. Et bon, au bout d'un moment, c'est vrai que ton corps, il fatigue, hein, malgré tout, parce que tu le pousses. Et après, le truc, ce qui était super, c'est que j'écrivais ma thèse à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment utilisé ça à bon escient parce que
je bossais jusqu'à 4h du matin avec le soleil en hauteur. Enfin, c'était parfait. C'est trop bien. Ouais, c'était parfait. Parce que ça reste quand même très ensoleillé. Ouais. Ouais. Bah, vu que t'es vraiment au nord, le soleil, enfin, il fait comme ça. Non, mais il y avait pas trop de brume ou tu vois peut-être des journées un peu. Ah bah si, parfois, mais pas tout le temps. Parce que là, au Svalbard, on a quand même eu des journées assez grises. Ouais. Là, je trouve qu'au Grand Island, on a plus de ciel bleu. Ouais, c'est vrai. Après, c'est peut-être un hasard. Mais... Écoute, moi, je trouve que ça dépendait. Ouais, parfois, c'était gris, c'est vrai. Et parfois, je rentrais du bar à 3h du matin et il y avait le soleil. C'est ça. Mais là, moi, ce qui m'a le plus perturbée au Svalbard, justement, c'était ça. C'était qu'on sortait en expé. La journée, c'était quand même assez... il y avait pas mal de brouillard. Et la nuit... c'était un grand ciel bleu. La nuit, c'était grand ciel bleu, grand soleil. On devrait inverser, tu vois, dormir le jour et sortir la nuit. Ouais, c'est vrai. Et du coup, j'ai fait un semestre là-bas. C'est très cher d'aller au Svalbard, pardon. Une nuit d'hôtel, c'est dans les 400 €. Ah ouais. Si tu prends le moins cher, c'est 150, 130. Et moi, du coup, vu que j'avais un logement étudiant, c'était 400 € le mois. Ok. C'était beaucoup moins cher. Ouais, et puis, ce qui est très important, c'est que ils payent pour ton éducation, ils payent pour les sorties. Donc il y a les motoneiges, il y a tous les trucs, et puis ils payent. T'as des fusils à disposition, parce que du coup, il faut un fusil au Svalbard dès que tu sors. Est-ce qu'on t'a donné un cours sur comment? Et voilà, ils payent pour ton training. Ton survival training aussi, enfin tous ces genres de choses. Donc t'es équipé, t'es préparé, et du coup tu peux sortir quand tu veux. Au final, tu peux faire des excursions quand tu veux. T'as dû déjà faire face à un ours? Non, jamais. C'est très rare, vraiment, c'est très 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 rare. Mais c'est vrai que quand j'y pense, là, quand on était au Svalbard, il y avait un moment donné où on avait 2 ours dans la même journée. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Et il y en a un qui est passé, et on se demandait, mais est-ce que c'est celui qu'on a vu avant? Et non, celui qu'on avait vu avant, en fait, il dormait derrière un rocher et c'était impossible de le voir. Sauf si on allait vraiment derrière ce rocher. Et du coup, je pensais à toutes les excursions qu'on avait fait avec mes camarades de classe au Svalbard, où on prenait la motoneige et on passait entre des moraines. Mais enfin, à n'importe quel moment, il aurait pu y avoir un ours n'importe où, tu vois. Mais vraiment n'importe où. Mais ça nous est pas arrivé. Et tant mieux, parce qu'en vrai... tu sais, être gunner, y a plein de gens qui disent qu'ils peuvent être gunner. Et très honnêtement, si tu te retrouves face à un ours qui charge, c'est toi ou l'ours. Est-ce que tu es capable de tuer un mammifère marin de plusieurs tonnes? Enfin, je sais pas, moi. Je sais pas. Enfin, je sais pas si je suis capable d'ôter la vie. Ouais, je sais. Comme ça. Moi, tout ce genre de situation un peu de crise, j'ai envie de dire, je me dis, à mon avis, personne ne peut prévoir comment il va réagir. Non. C'est compliqué. Non, personne ne peut prévoir. Donc, moi je doute fortement de ma capacité à réagir de manière très propice face à une situation de la sorte. Je sais pas si je peux tirer sur un ours. Déjà, je pense que tu le feras le jour où tu auras un bébé. ouais, c'est ça. Là, pour protéger ton enfant, je pense que tu le feras. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense que j'ai un très très gros instinct maternel pour le coup. C'est beau. Ouais. Moi qui en ai pas du tout. Ouais. C'est beau à entendre qu'il y a des femmes qui en ont un. Bah ouais. Sinon, avec des personnes. Je sais pas pourquoi, mais ouais. Je sais pas si ça peut être là pour le podcast, mais en vrai, moi, j'ai déjà eu, je suis déjà tombée enceinte. Et tu sais, il y a des femmes pour qui c'est pas du tout un problème d'avoir un avortement, et il y en a d'autres. Moi, j'en ai vraiment souffert parce que j'ai tout de suite, quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai eu un amour mais inconditionnel pour quelque chose que, je l'avais même pas senti, tu vois. Genre c'était vraiment spécial. Donc ouais, je sais que voilà, c'est aussi pour ça que je sais que j'aimerais bien être maman et que c'est quelque chose qui va vraiment me... ça va être beau. Ouais. C'est une belle expérience. Bah ouais, c'est clair. Bah écoute, là je suis en train de penser que j'ai oublié de te poser. Normalement, je pose une question au début du podcast et je pose une question à la fin du podcast. Ok. J'ai oublié la question du début. D'accord. Donc je sais pas si avant que je te les pose, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aurais voulu ajouter, peut-être quelque chose qu'on n'a pas abordé.
Non, pas vraiment. Non. C'est comme tu veux. Ok. Donc, la question de début, normalement, c'est, t'as vécu dans plusieurs pays. Est-ce qu'il y a une différence culturelle que t'as observée ou auquel t'as dû faire face, qui a été difficile au début, mais que t'as finalement réussi à t'adapter? Je sais que t'as parlé de la Suède où c'était un petit peu trop carré, donc du coup, tu t'en es échappé et t'es parti vers le Danemark. Ça, ouais. Est-ce qu'il y aurait autre chose auquel tu penses? Dans tous les pays dans lesquels j'ai habité, je me suis hyper bien intégrée, mais à part la Suède. Où là, moi et les Suédois, ça fait vraiment 1000. Ouais. Et en fait, c'est une différence culturelle auquel je n'ai pas pu m'adapter. Ils sont casaniers, ils sont vraiment fermés. C'est très très dur de créer des amitiés. Et même après 2 ans, dans la même classe avec certaines personnes, où j'ai vraiment cru qu'on avait créé quelque chose, rien du tout. Non. Rien du tout. Et puis les conversations sont pas les mêmes. Ouais, non. C'est voilà. Donc en fait, je pense que j'ai un caractère assez extravagant et Oui, puis t'es hyper sensible un peu, non? ouais, je suis très sensible, c'est vrai. Ouais, extravagant et sensible. Voilà. Ouais. Et eux, voilà, ils sont pas du tout dans l'extravagance. En fait, l'extravagance. Ils sont introvertis et c'est des pierres tombales. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Et en fait, l'extravagance les embête. D'accord. Ça les ennuie, ouais. Ils aiment pas ça. Ils trouvent que c'est vraiment un display. Et moi, j'aime les personnes extravagantes. Ok. Moi, j'ai un peu ce sentiment récemment, j'ai rencontré des Finlandais. Oui, bah, ils sont pareils. Et ils me mettent presque mal à l'aise, en fait. Ils sont pires. On est d'accord? C'est vraiment les pires des Scandinaves, c'est les Finlandais. D'accord. Alors, bien sûr, il y a des Finlandais qui sont l'exception, hein, qui confirment la règle, mais les Finlandais sont vraiment comme ça. Très, très, très... Enfin, c'est des blocs de glace. Ouais, moi là, je sais pas si tu te souviens de la Finlandaise qu'on avait. Ouais. Elle me mettait au bout de plusieurs services, ça a commencé un peu à se décoincer. Ouais. Mais au début, j'étais même mal à l'aise, en fait, de m'approcher de la table, quoi, parce que je me disais, ça, c'est trop sec pour moi, c'est trop froid. Donc, non, elle était, après, elle était hyper intéressante comme dame, elle avait vraiment fait plein de projets. Expert du Groenland. Ouais. Et puis elle avait vécu avec des chasseurs groenlandais. Elle m'a dit 30 fois qu'elle est déjà venue au Groenland. Oui, elle les a suivis, mais en fait, elle paye pas de mine comme ça. Ouais. Non, je suis sûre qu'effectivement, elle a plein de choses intéressantes, mais c'est vrai que pour pouvoir la faire parler, ça va prendre beaucoup de temps. Ouais. Malheureusement, ici, sur le bateau, on n'a pas forcément le temps. Ouais. Ils sont vraiment comme ça, ouais. C'est l'exemple parfait. Et les Suédois sont très similaires aux Finlandais. Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment une différence culturelle que j'ai. Et pourtant, ils sont pas loin de chez nous. Hein. Ils sont vraiment pas loin de chez nous. Mais en fait, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas. Ouais, mais bon, après, tu regardes, nous, en Europe, tu vas prendre les Français différents des Espagnols. Pourtant, ça reste des pays très proches. Oui, ils sont différents, mais... Bah, moi, j'adore les Espagnols. Ouais, moi aussi. Moi, j'adore tout le monde en général, mais j'aime bien justement qu'il y ait des différences et je trouve que c'est cool parce que nous, on a ce luxe, entre guillemets, de pouvoir choisir là où on se sent le mieux. Oui. Tu vois? Sûr. Et c'est aussi une autre raison du podcast, c'est justement que des fois, je pense qu'on se rend pas compte que là où on n'est pas forcément à l'endroit où on devrait être. Ouais. Et nous, dans notre génération et dans l'ouverture du monde actuel et notre passeport français qui est génial, on a cette possibilité d'aller explorer d'autres pays et de voir où est-ce qu'on se sent le mieux et le plus à sa place. C'est vrai que c'est un privilège que j'ai vraiment remarqué quand j'habitais en Indonésie. Où, moi, j'avais... Ah oui, on n'a pas parlé de l'Indonésie. Ouais, mais j'ai juste habité très rapidement. Hein. Quand j'ai habité quelque part, quand je dis que j'ai habité quelque part, c'est vraiment que j'avais une adresse, quoi. Ouais. Et en Indonésie, c'était le cas, mais c'était pas très très long. Mais j'avais vraiment une adresse et je suis restée quelques mois et je plongeais tous les jours et je passais mes certifs de plongée professionnelle, quoi. C'est mon programme de octobre-novembre. Où ça? Je sais pas. Ok. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je vais aller en Indonésie. Après, tu sais, moi, j'aime pas trop prévoir en avance. Par contre, si t'as des bons plans, je prends. Ouais. Là, par exemple, avant de partir du bateau, comme j'ai beaucoup de collègues indonésiens, bien évidemment, j'ai envie de savoir où chacun habite. Ouais. Parce qu'ils seront tous rentrés à ce moment-là. Donc, bien évidemment que je vais aller leur rendre visite. Parce qu'ils m'ont déjà tous dit, on va t'emmener, ils vont t'emmener visiter tout ça. Enfin, ça va être trop bien. Mais ouais, si t'as bon plan plongée, c'est clair et net que je prends. Ouais, non, mais en vrai, l'Indonésie, c'est le plus bel endroit sur Terre pour la plongée. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. Mais vraiment, c'est out of this world. Hein. Enfin, les coraux, en fait, il y a beaucoup de travail de conservation.
en Indonésie. Et du coup, ils reconstruisent leur... et en fait, il fait pas trop chaud parce qu'il y a des thermoclines impressionnants. Donc les coraux survivent. Et ils reconstruisent vraiment leur jardin de corail. Et donc, t'as des jardins de corail qui sont gigantesques, qui font des kilomètres et des kilomètres. Magnifique. Vraiment Peut-être je devrais faire ça, tu vois, juste poser ma valise pendant 1 mois au même endroit. Exactement. Et juste plonger et kiffer. Ouais, exactement. Prendre soin de moi, faire des massages. Et puis tu vois, le truc c'est que la plongée, bon c'est hyper cher, mais si tu payes pour une formation, moi c'est ce que j'avais fait, en fait j'ai fait le Dive Master, parce que j'ai payé je crois 1400 €, c'est cher hein. Mais par contre, si j'avais payé pour toutes les plongées que j'ai fait, j'en ai fait une centaine, en 2 mois, j'aurais payé dans les 2500, tu vois. Ouais, clairement. Donc oui, en fait ça valait vraiment le coup. Ah, trop bien. Ouais, que tu me donnes je te ferai une liste. Trop bien. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais en Indonésie parce que mes collègues indonésiens qui étaient hyper ouverts aux étrangers, parce qu'il y a plein d'étrangers qui viennent au club de plongée. Mais eux, ils peuvent pas aller en France juste comme ça. Tu vois, ils peuvent pas aller juste bosser en France, ouvrir des trucs en France, faire des choses. Enfin, non, c'est pas possible. Mais même là, nous, on le ressent. Enfin, tu vois, eux, leur contrat, pour arriver ici, il faut qu'ils aient déjà fait 5 contrats sur d'autres agences. Ah ouais? Ouais. Ils sont embauchés par une agence, ils ont déjà travaillé sur d'autres bateaux. Ils peuvent pas arriver comme ça, comme serveur, tu vois. Alors que moi, je suis arrivée comme ça. Et tu le vois dans leur façon de travailler. Eux, ils sont très respectueux. Du coup, ils ont un peu peur de tout parce que pour eux, la moindre erreur, ils ont peur de perdre ce contrat, tu vois. Et nous, enfin, même là encore, on me l'a dit tout à l'heure, ouais, tu t'en fous, c'est ta dernière croisière. Je dis, non, c'est pas parce que c'est ma dernière croisière que je m'en fous, en fait. Moi aussi, je tiens à mon taf. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que peut-être pas autant que eux, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Donc mais je les adore tellement que j'ai hâte d'aller découvrir leur pays. Ils sont trop cool. Vraiment, les Indonésiens du resto, je les adore. Ah ouais, ils sont incroyables. Je suis tombée sur une équipe vraiment trop de chance, quoi. Ouais, non, c'est cool. Mais dernière question que j'ai pour toi, c'est bon, t'es encore toute jeune. Je vais juste regarder parce qu'en fait, je sais pas quand est-ce que j'ai le briefing. Ouais, regarde. De toute façon, là, on va finir. Parce que moi, si je vais pas dormir ce soir, la soirée des officiers, je vais jamais la réussir. 1 heure qu'on enregistre, tu vois. Merde. Il était à 15h15. Oh, merde. Non, t'inquiète. Tu veux y aller en vitesse? Non, vas-y, on finit et puis j'y vais. Ok. Quelle est la plus grande leçon que t'as appris sur toi-même? Oh là, putain. Au travers de toutes ces expériences. Non, mais alors la pire question. Comparé à la moi de 20 ans, en fait, je pense que je lâche prise beaucoup plus facilement. Il y avait vraiment une époque où, quand quelque chose ne marchait pas, je m'accrochais énormément et j'abandonnais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que lâcher prise, au final, ça m'amenait plus les choses que je voulais. C'est fou, que de m'y accrocher. Moi, je l'ai compris là, ces dernières années. Ouais. Et du coup, en fait, je ne force jamais. Je m'accroche jamais. Si quelque chose ne marche pas, ça marche pas. Et j'essaye jamais... ça va paraître un peu nonchalant comme ça, mais j'essaye jamais trop. Je sais pas comment expliquer. Non, je vois ce que tu veux dire. Enfin, Tu forces pas le destin, quoi. Ouais. Tu fais confiance à la vie. Ouais, un petit peu. Moi, je te dis, j'ai compris ça récemment. Donc, bravo si t'as déjà compris ça, parce que j'ai quand même 12 ans de plus que toi. Ah bon? Ben oui. T'as quel âge? 39. Ah ouais? J'aurais jamais dit. Mais le prochain contrat, je fais croire que j'ai 29 de toute façon. Mais c'est génial comme leçon de vie, c'est génial. Même dans mes relations avec les gens, je déteste le conflit, par exemple. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup plus appris que même si je suis en conflit avec quelqu'un, ça ne définit pas toute ma relation avec la personne. Et c'est pas la fin du monde. Soit ça s'arrête, soit ça s'arrête pas. En fait, rien n'est immuable. Il y a plein de choses qui sont rattrapables. Et en fait, les vraies leçons, c'est quand tu penses que les choses sont rattrapables et qu'au final, elles le sont pas parce que c'est trop tard. Et en fait, du coup, maintenant, je me dis, même quand tu rates quelque chose, tu vas avoir des opportunités plus tard où tu vas toujours utiliser ce que tu as raté avant comme leçon pour tes opportunités après, ouais. Donc tout est un peu une leçon. Même quand j'ai des événements très tristes, je les considère un peu comme des leçons pour plus tard. Peut mieux faire plus tard. Exactement. Fera mieux la prochaine fois. Non, mais c'est ça. Ouais. Parce que ça c'est pareil. En France, l'échec, on met l'échec comme quelque chose de négatif.
Alors que dans d'autres pays, échouer, c'est ça qui nous fait évoluer. Et donc, il faut voir, comme tu dis, comme une leçon et savoir rebondir, justement. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de réussir à rebondir et pas se démoraliser et de se mettre, même si on a le droit des fois d'être démoralisé, etc. Mais c'est important de rebondir et de savoir en tirer les leçons, comme tu dis. Ouais. Écoute, je te retiens pas plus longtemps. Oui, il faut que... Oui, j'ai le récap. Bisous, merci beaucoup. Non, je vais couper. Bon, j'espère. On va quand même se faire une photo parce que j'avais oublié d'en prendre une avec Jennifer. Vas-y.